dernier rendez-vous pour le compte de cette semaine. Mesdames, Messieurs, nous sommes vendredi 8 mai 2026. Merci de nous rejoindre à nouveau. À tout de suite pour le menu. Vendredi Culture, le Made in Bénin sera au cœur de notre plateau ce matin entre industrialisation, transformation locale et valorisation des produits béninois. Le gouvernement du président Patrice Talon s'est illustré. Nous reviendrons ce matin donc sur les avancées enregistrées, mais aussi les défis liés à la compétitivité, à l'accompagnement des entrepreneurs locaux et à la consommation des produits fabriqués au Bénin. Dans Événements à la une, nous parlerons entre autres cinéma avec Respirer doucement, qui est une œuvre cinématographique entre la Martinique, la Guadeloupe et d'autres territoires chargés d'histoire, de rythme et de tradition. Le film Respire profondément nous plongera dans un univers marqué par la mémoire ancestrale et où le retour aux sources est plus que jamais d'actualité. Et puis, dans Instant Santé, on fera un focus sur les extensions, mèches et perruques, longtemps perçues comme de simples accessoires de beauté. Ces produits suscitent aujourd'hui donc des inquiétudes en matière de santé. Et Christelle Tongodo et son invité nous donneront de plus amples informations, bien sûr, dans quelques minutes. Mais avant, vous le savez, escale oblige du côté de l'actualité. C'est dans le bulletin d'information aujourd'hui présenté par Victorine Bondé. Dernier bulletin d'information de cette semaine. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue. Démarrons tout de suite par cette mai de nouveau à la barre de la veille financière de l'État. Le 22 avril dernier, le chef de l'État nommait Ismat Biochane Mamadou en qualité de présidente de la Cour des comptes pour un deuxième mandat. Hier matin, devant le président de la République, elle a prêté serment au cours d'une cérémonie solennelle. Retour donc sur les temps forts de cette prestation de serment avec le naïc Agbazaou et Mohamed Bio. Et nous allons donc revenir sur cette information avant la fin de ce bulletin certainement. Et nous passons à une autre information. Parlons d'un rêve qui devient désormais réalité. La cité administrative départementale de l'Atlantique, promise dans le programme d'action du gouvernement, est désormais fin prête. Elle vise à regrouper les services déconcentrés de l'État à l'ADA pour améliorer l'efficacité du service public dans un cadre moderne. Le préfet du département a reçu les clés du bâtiment en présence de nos reporters Alain Sochoumé et Giscard Akovi suivi. De soulagement pour les agents de la préfecture du département de l'Atlantique et des directions départementales. Ils disposent désormais de bâtiments et de bureaux flambant neufs. Les clés de la cité administrative départementale sont réceptionnées par la première autorité des lieux. Ceci donne tangiblement la preuve de la concrétisation d'une noble et audacieuse vision. Cette vision, c'est celle d'un Bénin moderne, fier d'une administration performante et d'un service public de qualité. Pendant longtemps, ces derniers ont souffert de l'éparpillement, de la précarité due à des locaux inadaptés et de coûts locatifs plutôt élevés, sinon prohibitifs à la limite. Plus qu'un ensemble de bâtisses, cette cité représente pour les bénéficiaires un pôle de l'excellence où ils vont pouvoir travailler et servir autrement la nation. Nous avons constaté quand même qu'il y a beaucoup de bureaux. J'ai constaté que les chefs et les collaborateurs doivent se voir au travail. Et donc, c'est en même temps motivant et ça nous appelle à la responsabilité durant les heures de travail. C'est une opportunité, non seulement pour les différentes directions, mais également pour les usagers. Au jour d'aujourd'hui, je considère cette cité administrative départementale comme un guichet unique. Un usager qui arrive au niveau de la préfecture, qui doit faire des démarches peut-être pour aller au niveau de la direction départementale du commerce ou du sport ou autre direction départementale, il n'aura plus à faire des tracasseries.
La cité administrative départementale de l'Atlantique s'étend sur 40 112 mètres carrés pour une superficie de construction totale de 20 858 mètres carrés. Et je vous le disais, Ismat Biotchane Mamadou, nommé le 22 avril dernier par le chef de l'État en qualité de présidente de la Cour des comptes pour un deuxième mandat, a prêté serment hier matin au cours d'une cérémonie solennelle. Faisons un retour ici sur les temps forts de cette prestation de serment avec le naïk Agbazaou et Mohamed Bio. C'est une marque de confiance renouvelée. Ismat Biotchane Mamadou, magistrate de carrière, prête ici serment pour un nouveau mandat de 5 ans, à la suite d'un premier de même durée, à la tête de la Cour des comptes. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les affaires pendantes devant la Cour et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Madame la Présidente, je prends acte de votre serment et vous renvoie à vos fonctions. Merci. Je voudrais, Madame la Présidente, vous prier à votre tour de prendre acte des attentes de la République à votre égard, puisque nous avons décidé avec enthousiasme, il y a quelques semaines, d'aller ensemble, encore plus loin. Et, Madame la Présidente, dans cet engagement collectif, je voudrais vous exhorter à donner davantage de votre énergie, de votre savoir-faire, de votre vigilance pour permettre une gouvernance encore plus rigoureuse de nos deniers publics. Les temps qui arrivent, par notre choix, devront nous permettre de démontrer que le peuple béninois, chaque jour, avance de mieux en mieux. Au revoir. Faut-il lui rappeler, la Cour des comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques, devenue autonome en 2021 pour se conformer aux normes de l'UEMOA. L'institution vérifie les comptes publics, juge les comptables et évalue la gestion des entreprises publiques afin de garantir la transparence. La Cour des comptes s'illustre comme un pilier de la bonne gouvernance financière au Bénin, en remplacement de l'ancienne Chambre des comptes de la Cour suprême. Et à travers cet acte républicain, c'est une institution stratégique de la gouvernance qui renouvelle son engagement au service de la bonne gestion des ressources publiques avec une femme de droit et de rigueur. Ismat Biotchane Mamadou est la première présidente de l'institution, mais surtout la garante de l'éthique publique, car vous allez le voir, elle se distingue par sa détermination inégalée. Marcel Arossi nous en dit plus sur cette sentinelle de la transparence financière du pays. Dans le silence des grands palais de justice, il est des visages qui imposent le respect sans hausser le ton. Ismat Biotchane Mamadou est de ceux-là. Elle incarne aujourd'hui bien plus qu'une fonction. Elle est le visage de la probité et le nouveau souffle des institutions béninoises. Native de Porto Novo, façonnée par la rigueur de l'école de la magistrature dès 1988, elle a passé plus de 3 décennies à disséquer le droit, à peser le juste et l'injuste. Cette femme de dossier, réputée pour sa discrétion autant que pour sa poigne, a gravi chaque marche de la pyramide judiciaire avec constance. En avril 2021, le Bénin lui confie les clés d'une institution sacrée, la Cour des comptes. Sous son regard, le chiffre devient parole. Sa mission, transformer la gestion publique en un livre ouvert. Audit millimétré, traque des inefficacités, culture de la performance, elle ne laisse rien au hasard. Pour elle, chaque franc public est un engagement pris envers le peuple.
Reconduite en 2026 au sommet de cette juridiction, elle confirme son rang de figure de proue de la modernisation nationale. Ismat Biotchane Mamadou porte une ambition plus vaste, celle de graver la transparence dans l'ADN de la République. Elle n'est pas seulement la gardienne des finances, elle est la boussole morale qui assure que, sur le chemin du développement, l'éthique reste la seule direction possible. Et dans le reste de l'actualité, à Cotonou, la 23e édition de la masse commune de l'espace UEMOA s'est ouverte depuis le 4 mai dernier. Elle réunit d'importantes délégations des loteries nationales et du pari mutuel urbain de l'espace UEMOA autour des enjeux de gouvernance, de performance et de coopération régionale. En marge des échanges, un geste à fort impact social. Marcela Rossi pour le compte rendu. Je suis très contente aujourd'hui. Je suis devant vous et je vous remercie tous. Madeleine, la quarantaine, est venue de Natitengu. Porte-voix de femmes enracinées dans la filière carité, elle arrive à Cotonou avec une attente et repart avec l'essentiel. 70 millions de francs CFA et une perspective claire de structuration durable. Un geste fort posé en marge de la 23e édition de la masse commune de l'espace UEMOA. J'éprouve le besoin de vous assurer que cet argent que vous avez donné de façon généreuse sera fructifié. Je ne dirais pas par des mains fragiles, mais par des personnes de bonne volonté qui peut-être, selon nos manières de voir les choses aujourd'hui, ne sont pas les plus fortes dans notre société. Pendant les travaux, les différentes délégations passent en revue la mise en œuvre des résolutions antérieures, ajustent les mécanismes et valident les règles de la prochaine édition. Cap désormais sur le Burkina Faso, prochain pays hôte. Vif remerciement. Des mots de reconnaissance ensuite à l'endroit des autorités béninoises, notamment Patrice Talon pour l'accompagnement institutionnel ainsi qu'au peuple béninois pour l'accueil. Mention spéciale enfin à la Loterie nationale du Bénin, saluée pour la qualité de l'organisation, une édition qui conjugue gouvernance, solidarité et intégration régionale. Venons-en à ce projet qui vise à renforcer la compétitivité et la résilience des entreprises béninoises. C'est le projet RISE qui lance sa deuxième cohorte. La première édition avait permis de sélectionner 86 PME béninoises à fort potentiel et de mobiliser plus d'1 milliard de francs CFA pour accélérer leur développement. Le projet RISE aspire donc à accompagner plus d'entreprises ambitieuses avec cette deuxième phase dont le lancement s'est tenu hier matin au ministère de l'Économie et des Finances. Génial Afouda et Jacob Tochoido. Faible structuration organisationnelle, difficulté d'accès au financement ou aux opportunités d'accompagnement, les défis à relever par les entreprises locales sont nombreux. Et pour les aider à franchir ce cap, le gouvernement béninois a mis sur pied le projet RISE. Un programme qui vise à renforcer la compétitivité et la résilience du tissu entrepreneurial béninois. RISE se réalise par une approche intégrée qui combine aussi bien l'accompagnement technique, le renforcement de capacités et l'appui financier. Mais un appui financier qui est ciblé, orienté sur les actifs immatériels à fort impact pour l'entreprise. Lancé en 2023, la première cohorte du projet RISE a accompagné 86 petites et moyennes entreprises opérant dans les secteurs de l'agro-industriel, du numérique, du transport et bien d'autres. Ces entreprises ont bénéficié d'un accompagnement beaucoup plus structuré. Parfois même certains en ont profité pour mieux se positionner sur leur marché respectif. Des acquis qui vont sans aucun doute être consolidés avec la deuxième cohorte dont le lancement se tient ici. C'est un peu plus aux entreprises innovantes. Donc on a 2 guichets, les entreprises qui sont en phase d'amorçage, c'est-à-dire des entreprises qui viennent de se créer, d'accord, et un chiffre d'affaires entre 0 et 30 millions. Les entreprises en phase d'accélération qui ont un chiffre d'affaires entre 15 millions et 50 millions. Vous allez gagner beaucoup d'argent, vous allez développer vos affaires, vous allez recruter des jeunes. Le programme aura atteint tous ses objectifs.
Les entreprises intéressées peuvent déjà s'inscrire à l'adresse www.rise2.bj. L'appel à candidature se poursuit jusqu'au 7 juin 2026. Direction maintenant la ville de Savalou-la-Belle, une terre de tradition et de spiritualité. Là-bas, à environ 5 km du centre, en quittant la ville sur l'axe Savalou-Banté, un lieu peu ordinaire attire l'attention. La place d'Ankoli, un vaudou considéré comme capable d'exaucer les vœux. Dans le reportage qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire de ce vaudou et la place qu'il occupe dans les croyances et pratiques spirituelles locales. Suivez. Des tissus blancs flottants, des tiges et des piquets de bois, des offrandes diverses. Ici, c'est Dankoli, un vaudou emblématique des pratiques endogènes à Savalou. Le site impressionne, mais plus que le décor, c'est la foi des fidèles qui marque. Pour les populations locales et bien au-delà, Dankoli est un recours, un espoir, une solution aux difficultés du quotidien. Certains viennent faire des vœux, d'autres honorer des promesses faites. C'est le cas de Joseph. Depuis 33 ans, il y vient pour des sacrifices. Je me déficite beaucoup des choses dedans, parce que la santé, et puis dans le champ, sur la voie, il n'y a pas d'accident. Chaque fois, c'est le mouton que j'amène. Considéré comme l'un des vaudous les plus puissants du pays, Dankoli a une particularité. Ses fidèles peuvent s'adresser directement à lui sans intermédiaire. Selon l'histoire, ce vaudou remonterait à la période précoloniale et serait apparu de lui-même. Dankoli est un vaudou bienfaisant. Il est apparu il y a très longtemps dans le champ d'un vieil homme, sous la forme d'une petite termitière, et a grandi au fil du temps. Le vieil homme s'y rendait et échangeait avec ce vaudou qui lui procurait des biens. Celui-ci l'a alors surnommé Dankoliga, devenu Dankoli dans l'usage. Ce vaudou ne fait que du bien et n'exauce pas les vœux malveillants. Et lorsqu'on lui fait une promesse, il est important de l'honorer. Si vous traversez des situations difficiles ou avez des souhaits particuliers, venez le dire à Dankoli. Que ce soit pour la santé, un enfant ou un mari, il vous apportera une solution. Dankoli a également une épouse et des enfants autour de lui à qui il faut aussi faire des sacrifices pour obtenir gain de cause. Aujourd'hui encore, malgré les mutations, Dankoli demeure au cœur des pratiques spirituelles. Le site reste un symbole fort des croyances endogènes, un patrimoine culturel et spirituel qui traverse le temps. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci d'être resté des nôtres et merci de votre fidélité à Bénin TV. Bonjour le Bénin se poursuit et moi je vous souhaite un bon début de week-end. Merci beaucoup à vous, Victorine, et excellent début de week-end à vous également. Merci d'avoir présenté le bulletin. C'était avec plaisir. C'était un plaisir toujours partagé. Après vous donc, place au premier plateau. C'est l'instant politique tout de suite. Longtemps considéré comme un pays exportateur de matières premières brutes, le Bénin veut désormais miser sur la transformation locale et la valorisation de ses produits. Depuis plusieurs années donc, le gouvernement Talon fait du Made in Bénin un levier d'industrialisation, de création d'emplois et de souveraineté économique. L'ambition affichée est de produire davantage localement et réduire la dépendance extérieure, mais aussi renforcer la compétitivité des produits béninois sur les marchés internationaux. Mais ce pari du Made in Bénin qu'a-t-il réellement transformé pour l'économie béninoise? On en parle avec Ebo Sacramento. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Sanchiri. Alors, vous êtes consultant en stratégie et gestion de projet, également membre fondateur de la Dynamique Alafia. On vous recevait d'ailleurs il y a quelques semaines à ce titre. Et vous avez également été directeur adjoint de cabinet au ministère de l'Industrie et du Commerce. Je peux dire que vous avez quand même été au cœur de tout ce qui s'est passé. Le gouvernement du Bénin a fait du Made in Bénin un axe central de sa politique économique. Quel regard déjà vous portez sur cela?
Déjà, merci. Je trouve que ce qui se passe au Bénin depuis 10 ans est extraordinaire. Parce que si on remet les choses dans leur contexte, tout ça a été décidé à un moment donné où on était dans une dynamique d'externalisation, de délocalisation. Et ce sont des réalités comme le Covid ou la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui ont permis à tout le monde de se rendre compte que trop délocaliser, c'est un problème. Donc c'est dans cette dynamique-là que le Bénin a pris le pari osé, il y a une dizaine d'années, de stabiliser son industrie, de créer son industrie, de consolider son industrie. Donc fondamentalement, rien que par rapport à ce culot-là que le gouvernement du président Talon a eu, je trouve ça extraordinaire. Et justement, vous faites bien de parler d'industrialisation qui a été, je dirais, fortement mise en priorité. Quel a été son apport de façon concrète? L'industrialisation est le maillon qui nous manquait. Donc fondamentalement, nous avons une économie très agricole, donc secteur primaire. Nous avons un peu d'exportation. Nous avons un secteur tertiaire qui commence à grandir. Mais au milieu, le maillon qui permet de transformer la matière première en création de valeur et en emploi nous manquait. Et c'est ce maillon-là que, depuis 10 ans, le Bénin est en train de construire à vitesse grand V, puisque nous sommes en train de réaliser en une dizaine d'années ce que des pays réalisent en 30, 40 ans. Et c'est tout à fait à saluer. Et quels sont les principaux secteurs, j'ai envie de dire, qui ont été, je dirais, ciblés, qui ont été impactés par cette dynamique d'industrialisation? Ah, ça, on le voit très bien. Vous avez l'agroalimentaire qui est en train d'exploser, notamment via la campagne nationale du consommation local. On pourra y revenir. Vous avez également tout ce qui est textile et confection, parce que vous avez les textiles. Donc aujourd'hui, on prend le coton béninois qu'on transforme en tissu. Vous avez la confection. Donc au-delà du tissu, nous concevons des t-shirts et des polos que nous envoyons notamment aux États-Unis sur des marques comme Kaby, US Polo. Exactement. Et ensuite, vous avez également, quand on enlève tout ce côté transformation du coton, vous avez de la céramique, parce que vous savez qu'aujourd'hui, mettons, au Bénin, on fait des carreaux, ce qui est assez exceptionnel. Oui. Et donc des carreaux destinés au marché local, mais également au marché international. On pourra aussi revenir sur ce qu'on peut appeler marché dans notre réalité. Donc vous avez déjà plusieurs secteurs comme ça qui sont en train de sortir, qui n'existaient pas, ou alors qui existaient, mais très peu, pas sur des chiffres ou des données qui permettaient d'être suffisamment consistants, mais qui sont en train de se consolider depuis quelques années. Est-ce qu'on peut dire, quand on vous suit, que le Bénin est en train de passer d'une politique, je dirais, d'exportation brute à peut-être d'économie d'exportation brute à une économie de transformation? C'est l'objectif. C'est l'objectif. Maintenant, pour que ça fonctionne, il faut que ça se passe dans la durée. Donc là, nous finissons 10 ans de base qui ont été bien cimentés par le gouvernement Talon. Et donc maintenant, nous sommes en train de démarrer un nouveau cycle de 7 ans où l'objectif va être probablement de consolider tout ça et de passer à la vitesse supérieure. Et justement, est-ce que ce secteur-là est assez structuré, je dirais, pour accompagner cette dynamique du gouvernement Talon qui va certainement se poursuivre? Quand vous voyez d'où on vient il y a 10 ans à où on est aujourd'hui, la structuration est en train de se faire à vitesse grand V, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous avons aujourd'hui 20% à peu près du coton qui est transformé sur le plan national. Il y a 10 ans, ce n'était pas ce chiffre-là que nous avions. Nous avons aujourd'hui encore, c'est vrai, quasiment 50% de nos exportations qui sont au niveau de l'agriculture et du coton. Nous avons 10-12% qui sont dans l'anacarde et dans le soja. Donc oui, nous avons encore une part importante de matières premières qui sort. Mais quand vous regardez aujourd'hui, juste avec les 20% là qui sont en train de transformer, notamment à la GDIZ, l'impact que c'est en train de créer, notamment en matière d'économie, en matière de recettes pour l'État, puisque quand on a des entreprises et des industries qui tournent, c'est aussi des recettes pour l'État. Et ensuite, vous voyez la projection que ça apporte sur le PIB, qui est quasiment de 7,5% depuis quelques années, et qui normalement devrait continuer à se consolider et à augmenter. Vous voyez des impacts directs. Et vous avez cité pas mal de choses, et il y a également la création d'emplois qui a quand même connu un certain essor. En quoi la création de zones industrielles, je dis de zones parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas que la GDIZ, a contribué à procurer de l'emploi aux jeunes? Aujourd'hui, vous avez, et là vous le voyez physiquement, vous passez devant la GDIZ, des camions qui ramassent des jeunes et qui les déposent à la GDIZ pour qu'ils travaillent. Ce sont des jeunes qui ne travaillaient pas il y a quelques années. Ce sont des jeunes qui n'étaient pas forcément qualifiés. Donc vous avez le PSIE par exemple, qui sont des programmes qui permettent de valoriser ou de reconvertir la jeunesse béninoise pour qu'elle trouve du travail concret. Donc ça déjà c'est un impact immédiat. On le voit tout de suite, on voit des gens qui arrivent, qui travaillent, qui ont un salaire, qui peuvent se prendre en charge, qui peuvent contribuer aux ressources de leur famille. C'est pas négociable, c'est pas de la fumisterie, c'est concret, on le voit. Au-delà de ça, vous avez également un certain nombre de programmes qui sont en train d'être mis en place. On a déstructuré pas mal de formations, depuis le technique jusqu'à l'enseignement supérieur, pour rebâtir aujourd'hui des cursus, des curricula qui
correspondent aux besoins du marché, qui correspondent aux besoins des entreprises. Donc c'est peut-être un peu tôt, au bout de 10 ans, pour faire le point. Peut-être qu'au bout du mandat 26-33 du président élu Ouadagni, on pourra effectivement faire un vrai bilan et constater, je pense, l'effet positif de tout ceci. On le souhaite en tout cas, quels sont les axes majeurs de la transformation locale des produits agricoles et industriels? Les axes majeurs, je dirais qu'on a des spéculations. On a le coton, on a l'anacarde, le soja. Oui. On a également, je vais m'attarder peut-être dessus, les IGP, donc l'ananas pain de sucre, exactement, qui est notre, allez, on va dire le plus bel ananas du monde, sans vouloir être chauvin. On a également le Gari Sorhui, qui est devenu IGP également depuis peu. Ça veut dire que personne d'autre que ceux qui produisent le Gari Sorhui, suivant une recette et un procédé spécifique de cette zone-là, ne peut appeler le Gari Sorhui Gari. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plusieurs puissances qui ont déjà commencé à s'approprier la recette, mais au moins aujourd'hui, on est protégé de la même manière que le champagne est protégé en France. Exactement. Quiconque qui fait du spirit, du pétillant ne peut appeler cette boisson champagne. Nous avons également aujourd'hui 2 protections que nous avons la responsabilité, le devoir de valoriser. Ce qui est déjà d'ailleurs le cas, parce que vous savez, je pense qu'il doit y avoir 1 ou 2 ans, nous avons signé des contrats en millions de dollars pour pouvoir exporter notre ananas pain de sucre en Chine. Et on sait que le marché chinois est un marché très exigeant, très fermé, avec des normes extrêmement difficiles à percer. Donc si l'ananas béninois a réussi à percer ce filtre-là, notamment parce qu'il a renforcé son dispositif de contrôle qualité, ce qui part de la production, donc l'accompagnement des producteurs, les pesticides, les procédés, etc., jusqu'au laboratoire qui eux aussi doivent être en mesure de pouvoir tester les produits, de les rendre conformes, en passant par tout le travail que la PIEX et tous les autres acteurs mettent en place pour pouvoir s'assurer que nous sommes dans des conditions d'exportation optimum. Je pense que nous ne sommes qu'au début d'une belle aventure. N'est-ce pas? Autant de prouesses. Et comme on le voyait tout à l'heure, il y a également les t-shirts Made in Benin, pas mal de réalisations. Et vous les citiez tout à l'heure de la GDIZ qui ont été exportées, notamment à travers la marque Kiabi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un grand bond en avant? Ah, si on ne dit pas ça, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Je ne sais pas ce qu'on peut dire parce qu'il y a 10 ans, on portait des habits importés. On allait à l'étranger acheter des habits pour ceux qui avaient cette chance. Aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir avoir des t-shirts. Quand vous vous baladez dans les supermarchés de Cotonou, vous avez des t-shirts locaux Made in Benin entre 3 500 et 5 000. Il y a 10 ans, personne n'aurait pensé que c'était possible. Donc oui, nous sommes sur une dynamique très intéressante et ça va être encore plus intéressant, comme je dis, et là, imaginez, on est juste à 20%. Donc quand on va passer à 40, 60% de la transformation de notre coton, ça va être extraordinaire. Extraordinaire, certainement. Quelle est l'intégration des producteurs locaux, justement, dans cette chaîne de valeur du Made in Benin? Les producteurs sont à la base de tout, puisque tout part de la matière première. Et si la matière première n'est pas qualitative, n'est pas conforme, comme je disais tout à l'heure, ça ne marche pas. Aujourd'hui, quand vous voyez le travail que le FNDA met en place en accompagnant les producteurs, quand vous regardez un projet comme le PACOFIT, financé par la Banque mondiale, ce sont tous des projets qui permettent d'accompagner nos entrepreneurs, nos agriculteurs, pour renforcer leurs capacités, pour faciliter leur accès au crédit, pour pouvoir accompagner leur production et s'assurer qu'ils sont conformes à tel ou tel cahier de charges qui permettent soit d'écouler leurs produits, soit de le transformer, soit de l'exporter. Donc les producteurs sont au cœur de la chose parce qu'on ne peut pas faire tout ça sans passer par eux, puisque c'est eux qui permettent de déclencher la machine. Exactement. Et revenons peut-être au marché intérieur. Est-ce que le marché intérieur, selon vous, est prêt à consommer massivement, en tout cas, justement, ces produits-là? Tout dépend de ce que vous appelez marché. Oui. Le Bénin est membre de l'UEMOA. L'UEMOA, c'est à peu près 8 pays, 150 millions d'habitants. Le Bénin est membre de la CEDEAO. La CEDEAO, aujourd'hui, c'est 12 pays pour à peu près 300 millions d'habitants. C'est ça le marché du Bénin. Donc, pour tout entrepreneur, tout artisan, quand on parle de marché, on ne parle pas de 13-14 millions que nous sommes au Bénin. On parle à minima, si on veut enlever peut-être les barrières linguistiques, les barrières, les différences de devises, on parle à minima du marché de l'UEMOA. Donc, on est au moins sur 150 millions de personnes qui sont effectivement un marché qui va permettre de faire tourner notre industrie et notre économie qui est en train de se transformer. Donc oui, pour moi, il y a de la place parce que pour moi, ce qui est en train de se faire depuis une dizaine d'années, c'est un peu la phase test, qu'on est en train de se tester sur nous-mêmes. Mais à partir du moment où on change de dimension, où on est capable de vendre des produits béninois à Dakar aussi facilement qu'ils sont disponibles à Bamako, oui, là, on va commencer à parler de vraies choses. Donc, on n'a même pas besoin de rentrer dans les sujets de ZLECAF, tout ça. Exactement. On a un environnement immédiat qu'on a la responsabilité de pouvoir dompter. Ok, alors dans quelle mesure justement cette politique contribue-t-elle à la réduction, je dirais, de la dépendance économique extérieure du Bénin?
Ah, mais c'est automatique. À partir du moment où on crée de la valeur, où on crée des emplois, où on exporte nos produits, donc on exporte notre devise, forcément, il y a un débalancement entre ce qu'on exporte et ce qu'on importe. À partir du moment où on s'autosuffit, on n'est peut-être pas encore au niveau du Guyana, qui est aujourd'hui le seul pays au monde autosuffisant, notamment sur le plan alimentaire. Mais à terme, on devrait pouvoir y arriver avec tout ce qui est en train d'être mis en place. Donc à partir du moment où c'est nous qui devenons producteurs, fournisseurs, la balance s'inverse et elle est à notre avantage. Et est-ce qu'il y a des retombées déjà visibles, je dirais, de façon concrète sur le terrain en ce qui concerne le Made in Bénin? Oui, tout de suite. Regardez, aujourd'hui, sur le marché, rentrez dans n'importe quel supermarché de la place, allez à n'importe quelle foire qui se fait, le nombre de produits locaux n'a rien à voir avec ce qu'on avait il y a 10 ans. Et au-delà même de la quantité, sur la qualité, les entrepreneurs étaient accompagnés par différents produits, par différents projets. Le gouvernement, les partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, vous avez des projets qui sont beaucoup plus présentables, dans des packaging beaucoup plus intéressants. Vous avez des logos qui sont beaucoup plus structurés, qui sont beaucoup plus attrayants. Donc nos producteurs ont été accompagnés sur le plan technique, sur le plan du commercial. Je ne vais pas citer le projet, mais il y a des projets qui accompagnent même nos entrepreneurs à doubler leur chiffre d'affaires sans aucune aide financière. Donc c'est vraiment du renforcement de capacité qui font que oui, aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel supermarché, vous avez des produits béninois sur à peu près tout qui peut être transformé sans être à une échelle trop importante. Donc notamment dans l'alimentaire, dans les cosmétiques. Aujourd'hui, on voit des cosmétiques sur à peu près tout, à base de karité, à base de différents produits. Vous avez énormément de jus d'ananas. Je vais revenir dans notre ananas qui n'existait pas forcément. Et donc voilà, donc oui, c'est concret. Aujourd'hui, on le voit. Et la campagne nationale du consommation local est également quelque chose qui nous a permis de donner confiance à nos producteurs, de les décomplexer. Parce que oui, c'est la campagne du consommation local, mais ça part de la production jusqu'à la consommation. Et justement, on va revenir sur cette campagne, mais déjà, ce modèle d'industrialisation, est-ce qu'il peut s'inscrire dans la durabilité? Il doit s'inscrire dans la durabilité. Et je pense que tout ce que le président Talon et le président élu Ouadani ont fait sur les 10 dernières années, c'est justement pour nous assurer d'avoir une base suffisamment solide pour qu'elle ne soit plus corruptible. Quand je dis corruptible, c'est-à-dire modifiable. Donc une fois que nous avons des fondations solides, oui, normalement, avec tout ce qui est en train de se passer, avec les projections qui ont même été revues à la hausse, c'est assez exceptionnel dans un contexte où justement on est en train de revoir toutes les productions à la baisse. Là, nous sommes en train de revoir notre production à la hausse. Nous avons des chiffres macroéconomiques intéressants, nous avons des notations financières favorable. Nous avons une augmentation de notre production, donc, via notamment le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous avons une transformation qui s'est accrue via donc, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère des PME, la PIEX, la DPME, et j'en passe. Donc oui. OK. Alors, et on commençait à en parler du mois du consommation local qui est en octobre, presque chaque année depuis quelques années déjà. Et plusieurs entrepreneurs participent. Vous commenciez à le dire au-delà de ce mois. Est-ce qu'il y a un suivi? Qu'est-ce qui est fait pour leur permettre de concrètement prospérer et d'obtenir des résultats concrets? Je vous ai cité tout à l'heure plusieurs membres de l'écosystème qui accompagnent les entrepreneurs. Ce sont des programmes qui sont interreliés. L'ADPME a été justement créée à cette fin pour servir de guichet unique pour pouvoir accompagner. Si vous voulez, on a un ADPME qui accompagne les entreprises de moindre taille et nous avons l'APIEX qui accompagne celles qui sont beaucoup plus importantes. Et ce que je peux vous donner, c'est que là, vous avez vu le gouvernement en train de créer des sortes de mini-ZES, de mini-zones économiques spéciales, qui auront vocation, plutôt que de s'intéresser aux grosses industries, à s'intéresser aux PME pour pouvoir les aider à agréger un peu leur production. Et donc, normalement, le décret a déjà été pris, donc ces zones-là vont être mises en place et vont permettre sur l'étendue du territoire national de pouvoir équilibrer l'accompagnement de ces entrepreneurs-là ou au même endroit, comme à la GDIZ par exemple, ils vont pouvoir retrouver l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir les accompagner. Donc et ça, c'est concret. Oui, et en ce qui concerne peut-être l'écoulement de leurs produits, est-ce qu'il y a des façons, des aides qui leur permettent d'accéder à certains marchés, par exemple? Nos entrepreneurs ont également la responsabilité de s'assurer que leurs produits sont compétitifs. D'accord. Ce que le gouvernement, de ma lecture, de la lecture des membres de la dynamique Alafia, ce que le gouvernement fait, c'est de poser les bases, c'est de faciliter, c'est de mettre en place des dispositifs financiers, c'est d'accompagner techniquement. Donc nos entrepreneurs doivent pouvoir profiter de tout ce dispositif pour pouvoir accéder à certains marchés. C'est vrai que des entités comme la PIEX accompagnent, ouvrent, participent à des salons, même Bénin Tourisme, vendent la destination Bénin pour pouvoir attirer
des clients. Mais c'est aussi la responsabilité des entrepreneurs, des artisans, de se renseigner sur les cahiers de charges des pays dont ils veulent percer le marché pour s'assurer des moyens dont ils disposent ou de l'accompagnement qu'ils peuvent venir chercher auprès de l'État pour pouvoir rentrer dans ces marchés-là. Donc la responsabilité est partagée. Est-ce qu'il y a des sensibilisations quand même à leur endroit pour les informer, pour leur dire il y a tel moyen, il y a tel canal qui peut vous aider dans ce sens? Ah, bien sûr. Comme vous regardez tout ce que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, dont d'ailleurs nous avons vu la maquette de la construction du nouveau siège qui est magnifique, fait, quand vous voyez ce que la Chambre des métiers de l'artisanat réalise, oui, c'est une sensibilisation continue. D'accord. Parce que on a de nouveaux entrepreneurs, de nouveaux artisans tous les jours. Donc, ceux qui ont participé à la session précédente ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe maintenant. Donc c'est un effort continu que ces deux chambres consulaires réalisent, d'ailleurs que je salue au passage. Ok, est-ce qu'il y a des défis? Quels sont peut-être les défis qu'il reste à relever pour que justement cette stratégie produise l'effet réellement escompté? Maintenir le cap. Maintenir le cap, tout simplement. Tout simplement. Alors, comment analysez-vous globalement les résultats et perspectives de cette dynamique, de façon globale? Alors, vous dites dynamique, ça me fait penser à dynamique à la FIA, mais je ne ferai pas de digression. Exactement. Pour maintenir cette dynamique, il faut qu'on reste sur la même lancée. Et c'est là, justement, que la dynamique à la FIA s'inscrit dans la mobilisation citoyenne. Parce que pour qu'on aille dans la même direction, il faut qu'on tire le wagon dans le même sens. Et ce que nous essayons de faire justement sur le sujet, c'est de remettre les citoyens au cœur de la participation citoyenne, au cœur de la gouvernance de la cité. En allant vers eux, en leur expliquant, donc là, à la base, nous allons expliquer la vision 2060 dont nous nous sommes dotés. Mais aujourd'hui, ça va être également de croiser cette vision 2060 avec le programme du président élu pour nous assurer que les populations comprennent bien. Parce que tout le monde n'est pas lettré, tout le monde ne vit pas en zone urbaine et tout le monde ne comprend pas forcément ce qui se passe. Donc il faut qu'on ait l'humilité, l'intelligence de redescendre au niveau de toutes les couches, de toutes les franges de la population pour leur expliquer, mais également pour avoir leur feedback. Parce que rien ne dit que ce sont les cols blancs qui détiennent la vérité. Au contraire, souvent ce sont ceux qui sont sous le soleil, qui charbonnent toute la journée, qui savent mieux comment faire et qui savent pourquoi on n'a peut-être pas utilisé telle ou telle option par le passé. Donc si on ne va pas les questionner, si on ne va pas leur demander leur avis, on pourrait passer à côté de quelque chose. Et c'est dans cette dynamique-là que nous nous inscrivons justement pour pouvoir garder un socle solide où tous les acteurs tirent le wagon dans la même direction. Alors c'est vrai qu'on a commencé à le dire à travers nos différents échanges. Est-ce que vous pensez que le pari du Made in Bénin peut contribuer à repositionner l'économie béninoise, je dirais, au plan peut-être régional et pourquoi pas international? Quand vous dites ça, ça me fait penser à la réalisation que la ministre Assouman a fait en ramenant la FIFA à la GDIZ pour produire des maillots pour la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de la chose. Absolument. Ça va être que pendant la Coupe du Monde, les gens vont porter des maillots seront vendus et au dos, ce sera mis Made in Bénin. Donc normalement, beaucoup ne connaissent pas ce pays et le réflexe qu'ils vont avoir, c'est mais c'est où le Bénin? Ces maillots seront les meilleurs ambassadeurs du Bénin dans les prochains mois parce que ça va mettre le Bénin sur la carte, sur la map, comme on dit. Donc oui, on a commencé. Je pense qu'à terme, il faudrait que les produits béninois aient la réputation que les produits allemands, par exemple, quand on dit par exemple c'est un produit allemand, c'est un boutade, on sait que c'est un produit de bonne qualité. Donc il faudrait que dans l'imaginaire des gens, mais également dans la réalité, quand on dit c'est un produit qui vient du Bénin, c'est un produit béninois, c'est un produit fait par un artisan béninois, on se rue dessus avant même de l'avoir vu, peu importe le prix, parce qu'on sait qu'il remplit, il coche toutes les cases et qu'il convient aux besoins. D'accord. Merci beaucoup donc à vous, Ebos Sacramento. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie et gestion de projet, membre fondateur de la Dynamique à la FIA. Je le disais, vous avez été également directeur adjoint de cabinet au ministère de l'Industrie et du Commerce. On va vous raccompagner, vous souhaiter une excellente journée. Une excellente journée. On passe donc à événements à la une tout de suite après le jingle. Patrick Diossou, bonjour et bienvenue. Bonjour Génie Fassier. Comment allez-vous ce matin? Très bien, je rends grâce à Dieu et malgré la pluie, on est au taf, on est accroché pour pouvoir dire au peuple que nous sommes là. Pour leur dire les événements qui sont à la une. Absolument. Et parlant des événements justement qui sont à la une, je l'évoquais en titre, il y a un film assez intéressant. Oui, assez intéressant. Vous savez, quand le titre est aussi intéressant, respirez profondément. Quand un titre vous accroche comme ça, on est sûr que le film doit être très, très intéressant. Et nous avons avec nous la réalisatrice Astrid Suisse-Sanker.
Je crois que j'ai bien prononcé. Tout à fait. Oui. Elle est la réalisatrice. Et elle est avec quelqu'un que je connaissais depuis des lustres sur les réseaux sociaux, mais que je n'avais pas la chance de rencontrer. Un maître de chœur, un grand du gospel, celui qui est le précurseur du gospel en France, celui qui est l'entité même de tout ce qui est gospel. Et puis il a créé une entité de chorale qu'on appelle Voice, mais Gospel and Voice. Gospel Voice, tout à fait. Oui, Gospel Voice. Merci pour votre invitation. Masita, bonjour. Bonjour. Alors, le gospel, c'est venu déjà depuis l'enfance. Certains disent que c'est du ventre de la mère. Oui, vous avez grandi dans une famille de musiciens. Oui, Papa, et maman, tout le monde dans la musique. Et aussi grand-père. Aussi, alors, pour la petite anecdote, du côté de mon père, nous avons 2 lignées de musiciens. À l'époque, mon arrière-grand-père paternel et les 2 arrière-grands-pères paternels avaient des orchestres qui étaient concurrents. Et mes grands-parents se sont rencontrés dans cette ambiance de musique aussi, voilà, qui était en Guadeloupe. Oui, en Guadeloupe. Mais vous avez décidé de vous mettre totalement, après vos études, de vous accrocher totalement à la musique, Oui, je me suis posé la question à l'âge de 19 ans quand j'ai pris le bac, qu'est-ce que je savais faire de mieux de ma vie? Et pour moi, c'était la musique. Parce qu'à l'âge de 14 ans, on avait déjà créé au sein de notre église un groupe. On allait rayonner en Martinique, faisant des concerts et des tournées. On organisait déjà, nous. Et donc, j'ai dit, je vais faire des études de musicologie. Et surtout, le gospel était accroché à moi aussi. Voilà. Et voir comment j'allais développer les choses, quoi. Alors, vous le portez dans les veines, hein, ça nous rappelle justement ce retour aux sources important, n'est-ce pas, Patrick? Oui, retour aux sources. Vous avez continué à porter tout dans les veines en parlant de ce retour aux sources, tout à fait. À ce retour aux sources. Avec un projet qui s'appelle Gospel aux racines. Et donc, dans ce projet à Tiroir, j'ai bien sûr une partie solidaire. Avec la valise qu'on vient solidaire, on met une valise à disposition d'orphelinat avec du matériel scolaire. Et nous allons nous-mêmes les porter et leur offrir un mini-concert avec les gens qui sont venus faire le voyage avec nous. Et nous avons un volet culturel. Au camp Lianage, on a créé l'année dernière avec Djababa. Où pour la première fois, nous avons une réalisatrice qui vient avec son film. Et donc c'est Astrid avec le film. Oui. Respire profondément. Respire profondément. Respire profondément, un film qui parle de... Non, on ne va pas le dire, mais vous allez le dire. Je vais vous le dire, oui. Femme enceinte. Oui. Non, Respire profondément, c'est une conscience qui revient. Et c'est une parole de femme qui est affirmée pour pouvoir mettre en lumière les traumatismes anciens. Alors on est revenu au Bénin en groupe et je l'ai dit à Max l'autre jour, c'est comme un parcours de guérison. Nous les enfants, les afro-descendants, les enfants de la diaspora, quand nous revenons ici sur le territoire et sur le pays de nos ancêtres, il y a tout un tas d'émotions, tout un tas de choses qui se passent en nous et qui se passent autour de nous. Et ce film, c'est quelque chose qui se passe comme ça, mais ça se passe à l'intérieur. Et en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses dont on ne parle pas, qui sont sous le sceau du non-dit, qui sont sous le sceau du tabou. Et le cinéma nous permet d'ouvrir les portes, de poser le projecteur et de regarder les choses qui comptent énormément, qui parlent de vie, qui parlent de mort, qui parlent du passé. Et le passé de la Guadeloupe, puisque nous sommes de la Guadeloupe, c'est aussi un passé traumatique violent, profond. Et c'est vraiment une manière vraiment d'accrocher comme ça des wagons les uns aux autres pour mieux comprendre l'être humain, tout simplement. Et ce processus de guérison dont vous parlez, vous le transcrivez, j'ai envie de dire, en film, en cinéma. Comment pensez-vous que ça peut toucher et pourquoi pas guérir ceux qui vont suivre? Eh bien, le cinéma a ce pouvoir magique qui fait qu'on se
on se laisse emporter et on s'ouvre à des choses inconnues. Et le fait de pouvoir le faire, ça permet de créer des espaces où viennent s'inscrire d'autres effets sur la douleur, sur le traumatisme, sur le passé violent, douloureux, le viol, l'inceste, ce passé traumatique de nos mamans, de nos aïeuls. C'est cette filiation qui est particulière chez nous, puisque nous avons face à nous nos bourreaux qui sont aussi nos pères. Oui. Et il faut dealer avec tout ça. Et en fin de compte, respirer profondément, c'est vraiment cette manière de bien se regarder en tant que communauté, en tant que femme, en tant qu'être humain. Et j'ai voulu rendre hommage à une pionnière féministe qui s'appelle Jacqueline Manicom, qui est de la Guadeloupe, et qui a porté haut et fort l'étendard du féminisme, mais de l'afroféminisme, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe quand on est né dans un petit pays, tout comme ça, et puis où on a à dealer avec des choses qui sont vraiment très, très profondes, et on ne sait même pas d'où ça vient et pourquoi on fait certains choix dans la vie. Et quelquefois, si on commence à réfléchir et on se pose à l'intérieur de soi-même, comme on le fait dans le yoga, ça vient des origines. Ça émerge. D'accord, ça émerge. Alors, parlez-nous de la fiche un peu technique de ce film. Oui. Il y a combien d'acteurs qui ont participé? Ils sont tous guadeloupéens? Alors, il y a deux équipes. Il y avait une équipe d'acteurs en Guadeloupe que j'ai pris sur place et une équipe d'acteurs à Paris. En fait, ce sont des étudiants du cours Florent qui sortaient de leur cursus cinéma. Et j'ai écrit pour eux, j'ai écrit des partitions pour leur permettre d'exprimer leur talent. Et ce talent-là, ça a fait une fusion entre les acteurs de la Guadeloupe et les acteurs de Paris. Et bon, c'est une fiction originale, c'est une fiction, même s'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la réalité. Alors, Sista, votre participation, vous avez parlé de sujets à tiroir par rapport à votre projet. Très rapidement. Alors, très rapidement, nous avons donc avec Gospel Racine, le tiroir, je dirais, solidaire, où demain, nous avons une journée spéciale à Alada avec le Père Dja, où nous allons offrir à la famille un présent aussi. Il y a déjà eu plusieurs, il y a déjà deux éditions, et là ce sera la troisième édition. Non, il y a eu une édition et ce sera la deuxième édition. Et il y aura des enfants qui viendront d'avant-cours aussi chanter. Il y aura des artistes qui sont avec nous, qui vont proposer un programme autour de la mer, la terre, voilà, autour de l'écologie. Voilà. Merci beaucoup donc à vous, chers invités. Le rendez-vous est pris pour demain. Le rendez-vous est pris pour demain. Oui. À quelle heure, très rapidement? Ce sera à midi. À midi. Voilà. Merci beaucoup donc Patrick pour ce sujet très intéressant. Oui. Vous ne nous parlez pas que cinéma. Hein? Non, on en parlait depuis quelques jours déjà. Oui, depuis quelques jours, on est en train de parler de Django Rally. C'est une course automobile. L'année passée, il y a eu le salon de l'automobile. Nous n'allons pas revenir sur le salon. On va juste planter le décor avec ceci pour Django Rally 2026. Le Django Rally, c'est la rencontre de tous ceux qui sont passionnés de belles voitures, de belles autos, et passionnés de sport mécanique et des passionnés tout court. C'est une exposition de force, je vais dire, de force mécanique, parce qu'effectivement, il y a plein de bolides, et puis on voit des personnes motivées qui vont faire écoutez le ronflement. Voilà, c'est ça. Écoutez le ronflement. Moi, naturellement, en direct. Je suis fan de voitures, donc pour moi, c'est l'extase. Je suis vraiment contente d'être là. Oui. Et voilà donc. Voilà le décor qui nous met dans le bain. Dans le bain. Voilà. Ça va faire bruit. Ça va certainement. Faire vroom. Ça va faire, en fait, du boucan. Oui. Bonjour, mesdames. Bonjour. Merci de m'accueillir.
On est avec deux concessionnaires, je dirais. Oui, on est avec Auto SP, d'accord, et CFAO. Auto SP, Madame Fayrouz, comment vous allez? Très bien, merci. Vous êtes justement directrice des opérations. Oui. Exactement. Pour AutoSP, donc une enseigne présente à Cotonou et à Paracou. Donc nous ne sommes pas concessionnaires, nous laissons ceci au bon soin de nos collègues chez CFAO. Nous nous sommes spécialisés dans l'entretien et la réparation automobile multimarque. C'est très important de l'entendre. Nous n'avons pas de marque spécialisée, nous sommes vraiment multimarques. On va pouvoir venir intervenir sur l'ensemble des prestations dont votre véhicule peut avoir besoin, de la simple vidange, j'ai envie de dire, mais aussi sur des opérations beaucoup plus complexes puisque les véhicules se complexifient énormément et nous sommes à même de pouvoir intervenir sur les véhicules les plus récents du marché. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et vous en parlez déjà dans cet extrait qu'on suit. On va revenir à vous tout de suite après l'extrait. Bonjour, le Django Rally, c'est le voyage des guerriers et AutoSP y participe depuis sa création. Mais notre expertise ne s'arrête pas aux pistes du rallye. Que vous soyez un particulier passionné ou un gestionnaire de flotte exigeant, nous appliquons la même rigueur à l'entretien de vos véhicules. Dans nos garages multimarques, nous travaillons selon les règles de l'art et conformément aux préconisations constructeurs. Scannage, maintenance, réparation, vous trouverez dans nos ateliers de Canguezo et Paracou l'ensemble des prestations pour que votre mobilité ne soit plus une contrainte mais un véritable levier de performance. Et en attendant d'avoir le plaisir de vous accueillir dans nos ateliers, rendez-vous les 9 et 10 mai, place de l'Amazone, pour le départ de cette nouvelle édition du Django Rally. Oui, rendez-vous le 9 et 10 mai. Alors, 9 et 10 mai, donc ça commence déjà demain, 9 mai. On va dire, nous y sommes. Et puis 10 mai, on y est déjà. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme autre information? Sur AutoSP? Donc sur AutoSP, comme je vous disais, nous sommes une enseigne multimarque et surtout, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est de travailler conformément aux préconisations des constructeurs parce que chaque véhicule est différent. Un véhicule, quand il est conceptualisé, quand il est construit, quand il est mis sur la route, il doit être entretenu d'une certaine façon avec un certain nombre de normes à respecter. Et chez AutoSP, nous les respectons, que ce soit par exemple sur la qualité d'huile, qui est la vidange, c'est la première opération la plus courante que l'on va effectuer. Nous faisons extrêmement attention à la qualité d'huile, aux réglementations qui doivent être appliquées sur le choix de l'huile pour votre véhicule, sur la qualité des pièces, la traçabilité des pièces également, les échéances d'entretien, parce qu'on essaye au maximum d'être dans une approche préventive de l'entretien, plus que curative, puisque le budget que l'automobiliste souhaite consacrer à son véhicule fait partie également de nos préoccupations. Donc nous essayons de trouver, et nous y arrivons, à trouver le bon équilibre entre un entretien de qualité, premium, accessible aussi, puisque nous avons vraiment cette volonté de rester accessible au plus grand nombre. Donc cet équilibre entre un bon prix et également une prestation de haute qualité. Prestation de haute qualité, prestation de haute qualité aussi pour CFAO. Merci Madame Mejiri. Alors, comment ça va se passer avec CFAO? CFAO, ou on suit carrément l'élément de CFAO avant de revenir à vous, Madame. CFAO. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Iméa Talimi, commerciale chez CFAO Mobility Bénin. CFAO est le distributeur officiel de la marque Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Citroën et BYD. Nous serons présents sur le Django Rally 2026 qui se déroulera du 9 au 10 mai. Nous vous invitons à faire le déplacement massivement pour voir nos produits. Merci. Voir les produits. Et vous avez évoqué les marques. Qu'est-ce qu'il y aura de spécifique le 9 et le 10 mai pour que le public puisse venir sur CFAO?
Du 9 au 10 mai, nous allons exposer à la place de l'Amazon nos best-sellers et nos véhicules les plus demandés. Et il faudra dire qu'on a aussi des surprises pour vous dans des nouvelles venir avant que vous ayez vraiment à venir voir. Nous allons faire le parcours quand même de la place de l'Amazon très tôt, je pense, et nous irons à Grand Popo. Et je pense qu'on va quand même mettre nos véhicules à l'épreuve sur les routes quand même un peu compliquées d'accès. C'est ce que nous allons surtout faire, prouver l'efficacité de nos véhicules, leur solidité et face aussi, comment dit-on, à nos chers concurrents. Oui. Alors, un avant-goût peut-être pour ceux qui sont intéressés. Quels sont ces véhicules-là qui sont les plus demandés, peut-être qu'on peut retrouver? Bon, ce sera principalement les Prado et les véhicules de ville. La Prado. Oui. La Prado et les véhicules de ville comme la Corolla Cross et éventuellement la Urban Cruiser, la Starlet Cross. Ce sera ce qui sera vraiment mis en avant. Donc, comme je l'ai dit dans le spot qui est passé tout à l'heure, on ne fait pas que Toyota. Nous sommes aussi distributeurs de Suzuki, Mitsubishi, Citroën et BYD qui seront aussi exposés et que je vous invite à vraiment venir voir de près. Tous ces véhicules seront exposés à l'esplanade de l'Amazon. C'est bien ça, avant le départ. Donc, le rendez-vous est pris. Oui, vous avez un mot de la fin? Un mot de fin? Bon, faites-nous confiance. Venez expérimenter CFAO différemment. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment important de venir participer à ce genre d'événement. Et Madame El Mejri, peut-être a quelque chose à rajouter? Oui, alors bon, sur Autospé, on espère vous accueillir dans nos ateliers, bien évidemment à Cotonou, à Canguezo et à Parakou. Et puis pour le Django, il y a deux aspects du Django. Il y a ceux qui vont prendre la route au départ le 9, donc samedi matin. Donc on vous attend nombreux. Le départ est à 10h si je ne dis pas de bêtises. Et il va prendre la route donc pour Ouida, puis Tori et revenir à Cotonou. D'accord. Et on vous espère aussi nombreux sur le parcours parce que c'est une vraie fête de l'automobile, le Django Rally, et également sur la place de l'Amazon, qui est pensée pour le grand public, où vous pourrez faire du karting, où vous aurez également un foot court, où vous aurez bien évidemment tous ceux qui prennent la route également avec le Django. Et on vous espère aussi pour accueillir tous les participants du Django le 10. Exactement, le 10 aux alentours de 16h. Où là, on espère aussi vous accueillir, vous espérez en tout cas sur la place de l'Amazon pour accueillir les participants du Django qui reviendront. Avis donc à tout le monde, que ce soit les passionnés de véhicules, de découverte et également les curieux, en tout cas sur le parcours. Tout le monde est invité et le rendez-vous sera certainement pris, Patrick. Un rendez-vous à ne pas rater, un rendez-vous très sûr. Donc Django Rally 2026, le rendez-vous de l'année. Au revoir donc Patrick et au revoir à vous chers invités. On va peut-être rappeler que nous étions justement avec Imayat Alimi, commercial CFAO, et Madame Fayrouz El Mejri, directrice des opérations Auto-SP. Merci beaucoup Patrick. Ghislaine, bonjour. Bonjour, vous dansez quand faites les pas? Il faut se chauffer un peu. Absolument. Alors, moi, je trouve des similitudes. Jennifer, est-ce que je vais m'en sortir avec vous? Vous allez vous en sortir. Est-ce que je vais m'en sortir avec vous? Vous n'avez pas le choix. Je fais tout pour sortir absolument, de votre piège, absolument. D'accord, c'est pas grave. Puisqu'on a démarré... Mais reconnaissez au moins que depuis hier, j'essaie. Il n'y a que hier que vous avez pu essayer d'échapper un tout petit peu. Alors, on parle réussite et vous êtes allé nous dégoter un artiste, Ghislaine. Oui, et pas des moindres. Hein? Oui. C'est vrai que c'est un petit artiste, mais il n'y a pas de petit artiste. Avant d'aller sur lui, je vais vous le donner. C'est ce scoop, un vrai scoop avec la complicité de la régie. Parce que Jésus sera, parce que la gloire de Dieu y sera, et parce qu'on produit ou alors on véhicule le message de l'évangile par la musique. Il y aura donc de l'art, un spectacle, et ceux et celles qui aiment la bonne musique seront également ravis. Mais ce sera un moment life-changing, comme les Anglais le disent. Le Seigneur il fera beaucoup de bien et sa gloire pèsera sur ses mains. Alors bien aimés, vous qui n'avez pas encore vos tickets, il reste encore les derniers. On vous invite en masse à venir tous ensemble nous rassembler autour de la merveilleuse présence de Dieu pour élever ici dans ce pays un parfum de louange et d'adoration en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ.
Jonathan Gambela. L'onction divine descend sur ce plateau. On répond amen. C'est pour un spectacle gospel. Exactement, c'est pour le samedi 9 mai. Du côté de, comment on appelle, l'ancien canal Olympia. Majestic Ologede. Le rendez-vous est pris donc. À quelle heure? Allez prendre de la bénédiction. C'est important. Oui. Alors, on revient à présent à notre invité du jour. Quand je dis credo, je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Emmanuel Mende Anindozoro, moi c'est ce clip-là. C'est ça, en featuring avec T-Gang. Voilà, mais credo c'est Adia, je crois, c'est ça. Voilà, c'est Adia. Quand je fais celle do, vous faites Adia. Celle do. Adia. Celle do. Voilà. Donc, vous avez vu, chers amis téléspectateurs, vous avez compris que ce matin, vous allez transpirer, vous allez oublier cette fraîcheur que la pluie est en train de nous imposer. C'est avec beaucoup de joie. Credo, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Vous avez pu brader la pluie, traverser... C'est un devoir de venir retrouver des Shabbat. Mais avec beaucoup de plaisir, comme on le voit. Quand on vient sur BTV, on est heureux. Oui, et Credo est très heureux d'être avec nous. Exactement. Je ne mens pas en votre nom. Non. Sincèrement, pas du tout. Oui, un tiers mi-temps, ouais. Ça, je le répète. Hein. C'est la bénédiction qui se poursuit. Absolument, c'est important. Vous dites tiers mi-temps, ouais. Ah ouais. En tout cas, que les mains de nos ancêtres prennent ce morceau au vol. C'est pour eux. Amen. Notre réussite, nos échecs appartiennent à Dieu Tout-Puissant. Tout à fait. Tous les esprits qui veillent sur nous. Ou bien Credo. Exactement. Credo, vous compris. Jennifer a dit quelque chose tout à l'heure. J'ai bien envie qu'elle répète ça parce que je veux la réponse en direct. Oui, vous ne vous appeliez pas Lucifer par hasard à une certaine époque? Exactement. Lucifer. Vous avez des infos. Ah ouais, j'ai toutes les infos. Ah ouais, ça fait plaisir. J'ai eu plus de 1000 vies en tant qu'artiste. Et à un moment donné de ma vie, je m'appelais Lucifer. 1000 vies, hein? C'est plus qu'un chat, hein? Là, c'est plus qu'un chat. Exactement, ouais. Alors, Credo de son vrai nom, Hundonumbo Sergio Prince Credo. Exactement. On connaissait Credo comme un beatmaker. Absolument. Alors, de beatmaker à artiste. Merci pour la question. C'est l'occasion d'en parler devant tout le Bénin. Déjà, j'étais artiste avant de devenir beatmaker. Mais de manière stratégique, un ami me l'a recommandé. En fait, il s'appelle Steven Arlenvi, à qui je fais un big up ce matin. Jeune artiste, j'avais de difficultés à aller en studio et tout. Donc, j'ai dû apprendre par moi-même pour pouvoir me faire mes propres sons. D'accord. Donc, vos propres beats? Mes propres beats. Après, j'étais devenu, bon, ça va être prétentieux de dire, très bon. Donc, mon pote me dit, ah, mais tu as un service dont les gens ont besoin. Ça va te permettre de créer un catalogue qui va te servir après, quand tu auras les moyens de te mettre dans ta carrière artistique. Donc, il m'a proposé de mettre une pause à ma carrière artistique et de me concentrer sur le beatmaking. Sinon, l'époque où je m'appelais Lucifer, j'étais artiste. Après, le temps d'être beatmaker, ça m'a assagi et tout et tout. Donc, voilà un peu la petite histoire. Et j'ai pris le temps. Quand il dit que ça l'a assagi, ça dit qu'il était vraiment Lucifer. Ah oui, j'étais vraiment Lucifer. Ah, donc c'était méchant. C'était méchant. C'était à l'époque où il fallait s'appeler crocodile pour faire peur. Ah, wow, donc, j'ai dû choisir le pire. C'était un peu la tendance à l'époque. À l'époque, voilà. Mais là, aujourd'hui, c'est plus Credo, Lucifer. Ça me ressemble plus, ça ressemble à mon message, ça me ressemble à ma personne. Et voilà. D'accord. Voilà, ça, c'est franchement une fierté. On peut vraiment le qualifier. Le parcours, il a été fait, les différentes étapes, j'ai envie de dire, ont été respectées. Exactement. Aujourd'hui, artiste, Credo a combien déjà de titres? De titres en termes de singles, je pense que nous en sommes à près de 5. 5 déjà. Mais d'ici, là, on va envoyer un album de 19 titres. Ah oui, 19 titres, ouais, 19 déjà en titres. préparation? Non, c'est fini. Tout est là, ce soir, on sort l'extrait. Un extrait de l'album qui est niveau, par niveau qui va sortir, qui sera sur toutes les chaînes et tout et tout. Et dans le mois, après l'investiture, sûrement, on va balancer le projet. Non, ne vous en faites pas, j'ai le scoop, mais je ne vais pas le balancer tout de suite. Je ne vais pas le balancer tout de suite. N'allez pas trop vite en besoin. Mais à quel moment, Ghislaine, j'y reviens, à quel moment vous vous sentez prêt pour vous dire, maintenant, j'embrasse la carrière artistique? Bien sûr, en changeant de style. Déjà, en changeant de style, je crois que vous étiez rappeur, non? Moi, je suis toujours rappeur. Ah bon, enfin, oui. Avec son style à lui. Un peu amélioré. La bénignité de Credo. Exactement, je vous explique. Tout ce parcours m'a permis
d'acquérir de la compétence. D'accord. Vous comprenez, je peux être beatmaker, je peux écrire des chansons pour d'autres artistes. Okay. Donc, ça m'a permis d'acquérir de la compétence. Maintenant, en tant qu'artiste, je porte des personnages, je joue des personnages en fonction du titre. Tout à l'heure, on a écouté Doudédi, ce n'était pas du tout afrobeat. Non. Ce titre avait besoin de ce genre de message, de ce genre de style. Donc, j'incarne ça et puis je partage ça à mon public. Donc, voilà un peu l'histoire. Donc, on peut aussi faire du zouk. Seldo, Alia, tu l'as pas cru quoi? Non, j'y ai pas cru là. T'inquiète pas, je fais du zouk. Il faut faire un morceau spécialement pour moi. En tout cas, c'est niveau par niveau. Niveau par niveau. Franchement, Credo, vous nous avez fait beaucoup danser sur ce plateau. matin. Et c'est ce qu'on espérait. C'est ce qu'on espérait, c'est ce qu'on voulait avec cette petite fraîcheur. Je pense qu'on a pris une bonne dose de café chaud. Absolument. Ça fait plaisir. Et c'est justement ça l'actualité. Hein. C'est justement ça l'actualité. C'est l'un des 19 titres que tu as annoncé tout à l'heure pour ton album. Exactement, ouais. Ça sort ce soir, le clip sera disponible ce soir. Ah, mais déjà ce soir? Ce soir, niveau à partir de quelle heure? À partir de 19h, c'est partout. Voilà, donc on va guetter vos comptes YouTube, Credo. Sur tous mes réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. C'est Credo, hein? Oui, Credo. Credo. Alors, rapidement, à quand le concert? Le concert, sortons déjà l'album. Mais on a prévu faire une tournée de 10 dates. Donc, qu'on appelle les promoteurs de nos sociétés. On va trouver forcément une formule pour la promo de niveau. On veut bien aller faire une petite tournée dans le pays, 10 dates, une bonne formule et tout, et on gère ça bien. Donc, dès que j'ai les dates, je vous appelle et puis on fait ça. Un petit message pour finir. Je vais dire merci à toutes ces personnes qui mettent leurs mains à la pâte pour qu'on puisse construire cet édifice sur lequel nous travaillons depuis certaines années. Le rêve est grand. Le talent y est. Le talent y est. On va y arriver, soyez sûrs. Donc, c'est le dos. Adia. Niveau par niveau. Niveau par niveau. Et ce niveau, on le descend. Absolument, Ghislaine. Merci beaucoup pour ce PEPS sur ce plateau. Je prends congé de vous. J'ai envie de vous dire que vous allez me manquer sur le plateau. Oh, mais c'est juste un week-end. Hein? C'est juste un week-end, absolument. On se croise à la rédaction. Absolument, et on va d'ailleurs se croiser tout à l'heure même. Alors, je vous raccompagne avec votre invité et on installe le prochain plateau. C'est la page sport avec Hugues Zissou-Zouno qui est déjà dans ce studio. C'est juste après ceci. Hugues Zissou-Zouno qui prend déjà place et qui est déjà installé d'ailleurs. Bonjour Hugues. Bonjour Jennifer, bonjour à tous, bonjour à toutes. On va attaquer tout de suite la page des sports. Direction Lomé, les Amazones U20 ont débuté leur séance d'entraînement hier après-midi. On voit mise en route de cette équipe des Guépards, des U20, plutôt des Amazones U20, j'y arrive. Une équipe qui se prépare pour jouer face à celle de la Côte d'Ivoire. Rencontre dimanche prochain et surtout objectif principal de Abdoulaye Ouzero que vous allez voir sur ces images, tout sourit avec son staff technique, l'adjointe Vincent. Ça veut dire que tout va très bien du côté de Kégué, on espère. Surtout au bout, dimanche, la qualification de ces jeunes dames. Il y a 20 ans derrière, on disait que les Béninoises aimaient plus aller au resto, qu'elles n'étaient pas capables de jouer au foot. C'était des Nigérianes qui jouaient en équipe nationale du Bénin U20 et chez les seniors. Désormais, on a les Béninoises qui s'entraînent bien. On voit l'exercice des gardiennes de but de ces U20 chez les dames. Elles sont assez concentrées. L'équipe est vraiment concentrée pour jouer peut-être le match de l'année, le match de la qualification face à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Rencontre allée 1 but partout. C'était au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et puis, cette équipe ne devrait pas et ne doit pas encaisser dimanche prochain si elle a vraiment envie de jouer face à l'équipe de la Côte d'Ivoire, de gagner la Côte d'Ivoire et surtout de se qualifier pour une première phase finale de Coupe du monde de football. On va donc enchaîner, Jennifer, avec le deuxième sujet, notamment la réaction de Vincent, le manager général de cette équipe des U20. Il parle de sérénité, de calme et également le chargé de sécurité, le commandant Akovi.
Tout le monde est concentré et c'est ce qui fait du bien. On a une semaine pleine, on ne s'énerve pas, on a le temps de travailler aussi bien le terrain que l'à côté, c'est-à-dire l'aspect psychologique, des petits jeux ludiques. Le plus important, c'est de gérer cette pression qui nous enveloppe tous. Et aujourd'hui, le plus important, c'est de faire tout au long de ce travail de semaine un travail méticuleux, ce qu'a très bien pensé et réfléchi le staff. C'est ce que nous avons fait ensemble de façon à amener progressivement, jour après jour, une préparation pour être prêt le jour J, c'est-à-dire dimanche à 15h. On dit que nous travaillons conjointement avec notre homologue du Togo et avec la sécurité locale, d'accord, les forces de défense et de sécurité locale qui sont impliquées, n'est-ce pas, dans l'organisation. À cet effet, il y a plusieurs réunions de coordination qui ont été déjà organisées et nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands pour que cet événement se déroule dans un environnement sûr, n'est-ce pas, afin que les joueuses, les deux équipes, que ce soit l'équipe de la Côte d'Ivoire que celle du Bénin, puissent évoluer dans une sérénité très confortable, dans une sérénité nécessaire et prescrite aux normes internationales et puisse leur permettre de déployer le maximum demain. Et du côté des Amazones U20, Hugues, on découvre aujourd'hui Ozane Sokou. Qu'est-ce qui fait d'elle une joueuse à suivre pour les prochaines échéances? Justement, la réponse est dans ce sujet que nous propose William Bassabi à Alessis Segbemon, les deux envoyés spéciaux de la SRTB qui sont du côté du Togo. Une nouvelle guerrière dans le contingent des Amazones U20 en quête de qualification à la Coupe du Monde de leur catégorie. Ozane Sokou, sociétaire de Northwestern State Lady Demon, club du championnat universitaire américain, a honoré sa première sélection à l'occasion de la manche allée du 4e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 filles lors du match Côte d'Ivoire-Bénin au stade olympique Alassane Dramane Ouattara de Bimpé. Alors les coachs m'ont vraiment aidé aujourd'hui sur le terrain. Ils m'ont expliqué tous les jeux, comment ça se passait, comment tout se déroulait avec le groupe. Et même quand j'avais des questions, je pouvais demander à mes coéquipières et elles m'expliquaient tout. Dans ma tête, je me dis le soccer, c'est vraiment international. Il n'y a pas grande différence quand je jouais aux États-Unis ou ici. Alors, ils m'ont très bien tout expliqué et j'ai pu vite m'habituer. Je suis en Louisiane, aux États-Unis, et c'est un endroit très, très chaud. C'est un peu très humide comme ici. Donc, je suis contente que je suis partie de là-bas pour venir ici parce que ce n'est pas un très grand changement de température. Formée à l'Académie du CF Montréal au Canada, Ozane Sokou, attaquante capable d'évoluer à toutes les positions offensives, et une trouvaille du coach Ouzero Aboulaye. Une joueuse née au Bénin, partie assez tôt au Canada, a été formée au Canada, donc elle a rejoint les États-Unis dans le championnat universitaire seulement l'année dernière, 18 ans. Donc c'est vrai qu'on était en contact avec elle quand même depuis un moment, mais vu les obligations universitaires, ça a été souvent compliqué qu'elle puisse nous rejoindre. Donc aujourd'hui, je pense qu'elle vient au bon moment. Elle s'est fondue très facilement dans l'équipe. Comme j'ai dit, c'est une fille qui connaît le Bénin. Elle est partie à 7 ans au Canada. Donc en dehors du terrain, elle est rentrée dans le groupe assez facilement. Et sur le terrain aussi, c'est vrai qu'elle est venue un peu tard. Mais avec l'aide des autres, je pense qu'elle arrive à comprendre un peu quand même l'idée que nous avons derrière cette équipe. Arrivée sur la pointe des pieds 3 jours avant le match aller en Côte d'Ivoire, Ozane a cette fois une semaine pleine de travail pour aborder le match retour prévu dimanche avec un seul objectif, se qualifier pour la Coupe du Monde en Pologne. Et à présent, Hugues, place à la Première Ligue avec les grandes affiches du week-end. On a déjà envie de savoir quel est le match qui attire particulièrement l'attention et quels sont les enjeux à surveiller. Effectivement, vous parlez de l'affiche de la Première Ligue, le championnat d'Angleterre, la SRTB a les droits de ce championnat. Quels sont les enjeux? Manchester United, qui s'est retrouvé cette saison, reste l'équipe favorite de cette affiche. Donc, à la découverte de cette affiche.
parle à présent, Hugues, du programme Kids Athletics 2026 qui suscite quand même assez d'engouement. Quels sont les objectifs de cette initiative pour les jeunes talents béninois? La coordination, l'application, la détermination, la découverte de jeunes athlètes qui puissent aider le pays dans le futur. Voici donc le reportage de Blaise Adam. Courir, sauter, lancer, essayer, travailler en équipe, tomber, se relever, réussir. Sur le terrain synthétique d'Akasato, ces enfants débordent d'énergie et d'émotion. À travers divers jeux et ateliers, ils découvrent les bases du sport lors de cette 5e édition du Kids Athletics. 5 années déjà que cette initiative inspire les enfants à bouger, à jouer et à explorer leur potentialité à travers l'athlétisme. 1 heure d'activité physique encadrée, c'est 1 heure gagnée. Sur la maladie, c'est apprendre à nos enfants que bouger, c'est vivre en bonne santé. Saut en longueur, lancer au panier, tir-foot, sprint haie, relais navette, course à la brouette, relais combiné ou encore saut à la corde. Les ateliers s'enchaînent dans une ambiance festive où le plaisir d'apprendre prime. Les enfants courent, rient, encouragent leurs camarades et découvrent le sport comme un véritable moyen d'expression. Nous sommes très contents du président Patrice Talon parce qu'il nous a construit des écoles et des centres de santé. Merci président Talon d'avoir construit des routes et des marchés. Grâce à vous, le sport marche bien au Bénin. À travers le Kids Athletics, les jeunes se retrouvent au cœur de l'ambition sportive des autorités béninoises. Ici, le sport devient un outil d'éducation, d'éveil et de développement dès le plus jeune âge. Voir des stades remplis d'enfants. Voir des écoles où le sport est une évidence. Voir émerger une génération confiante, engagée et audacieuse. Et aujourd'hui, en vous regardant, chers enfants, je vois déjà cette génération. Pour ces enfants, le sport est avant tout un vaste terrain de jeu. Un jeu pour grandir, apprendre, partager et rêver. Avec cette 5e édition du Kids Athletics, le mois de mai s'ouvre ainsi sous le signe du mouvement, de l'éducation et des sourires des plus jeunes. Direction à présent l'Italie. Hugues, on parle de l'ascension de Yannick Sinner qui suscite beaucoup d'engouement autour du tennis. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'en termes de popularité, le tennis justement talonne réellement le football? Effectivement, parce qu'on a parlé du désastre total de ce foot italien, l'Italie qui ne sera pas à la prochaine phase finale de la Coupe du Monde de football. Et pendant ce temps, le tennis marche très bien grâce à celui que vous voyez à l'écran, à Rome, là où joue l'équipe de l'AS Rome et de la Lazio. Le cours est régulièrement rempli. Lorsqu'on va au Foro Italico, il y a toujours du monde. On parle d'une estimation de plus de 400 000 spectateurs qui sont attendus jusqu'au 17 mai sur le Foro Italico. Il y a du monde, effectivement. Et puis, en matière de droits télé, le tennis est en train de talonner le football, ce foot qui n'arrive plus à réussir à l'Italie. Les clubs italiens qui sont éliminés en quart de finale de la Champions League. Franchement, le tennis prend de l'ampleur, de l'envergure du côté de l'Italie. Le tennis fait très 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 fort, surprenant pour une grande nation comme l'Italie qui a gagné 4 phases finales de Coupe du Monde et plusieurs titres parlant de l'Euro, la Coupe d'Europe, des nations de football. Le tennis fait très très fort en Italie. Le tennis fait très 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 fort en Italie donc et on conclut qu'il talonne le foot en matière de popularité. Merci beaucoup à vous Hugues. C'est tout pour aujourd'hui pour la page sport. Je vous souhaite un excellent week-end. Même si merci beaucoup, comme le disait Ghislaine, on se retrouve dans les couloirs de la rédaction. Prochaine rubrique donc, Instant Santé avec Christelle Tongodo.
je vous l'ai annoncé en titre, on parle de mèches, perruques, extensions, tous ces artifices, j'ai envie de dire de beauté qui peuvent parfois nous coûter en termes de santé. En tout cas, Christelle et son invité sont là pour nous en parler. Déjà, bonjour Christelle. Bonjour Jennifer. Comment allez-vous ce matin? Ça va. Vous êtes toute belle. Hein? Merci, pareil. Hein, merci beaucoup. Toute brillante. Absolument. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur le sujet? Aujourd'hui, on parle d'extension capillaire, comme vous venez de le dire. Génial a réalisé un élément sur le sujet. Je vous invite à suivre. On revient juste après. Aubierge est une habituée de ce salon de coiffure. La jeune femme s'y rend souvent pour ses soins de cheveux. Ce mardi matin, elle opte pour une pose de perruque, un style de coiffure qu'elle affectionne particulièrement. J'aime faire des perruques et les tissages. Cette habitude, Aubierge n'est pas la seule à l'adopter. Elles sont nombreuses, ces dames, qui préfèrent les extensions aux coiffures naturelles. Les clients font les tresses, les tissages, les perruques, rarement les cheveux naturels. Un choix qui n'est pas sans conséquences, car derrière l'utilisation des mèches, perruques et tissages, plane une panoplie de risques. Alopécie de traction, irritation du cuir chevelure sont les moins graves. Des risques qui pourraient être réduits en adoptant une meilleure hygiène. Et voilà, et nous recevons aujourd'hui une spécialiste en la matière. Il s'agit du docteur Elodie Gbedji. Vous êtes médecin spécialisé en soins capillaires. C'est bien ça. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour. Alors, les extensions de cheveux sont aujourd'hui très populaires. Hein. Dans quelle mesure ce geste esthétique peut-il avoir un impact réel sur la santé des femmes que nous sommes? Alors, merci pour la question. Déjà, les extensions capillaires, c'est toute forme de rajout ou de mèche que nous apportons en complément à nos cheveux pour avoir du volume ou de la longueur, afin que, bon, esthétiquement, que ce soit plus beau. Alors, dans quelle mesure cela a un impact sur la santé? L'impact dépend déjà du type d'extension que nous faisons, parce que dans notre environnement, il y a plusieurs types. Il y a les perruques, il y a les tresses, les mèches, il y a les postiches, et voilà, il y en a plusieurs d'autres que nous pouvons citer. Alors, ça dépend du type, déjà, de la durée du port et du déposage, c'est-à-dire la technique de retrait. Il y a parfois des cols qu'on fait. Voilà, c'est ça. Pour les poser. Voilà, très bien. Les perruques avec col, effectivement. Et les tissages, quand les tresses en dessous sont trop serrées, trop contraignants. Et nos braids qu'on fait là, qui tombent, quand c'est trop serré aussi. C'est pas bon. Ça Donc, présente il faut lâcher. un impact. Oui, il faut aller sur plutôt le lâcher, éviter de prendre les cheveux de devant, c'est pas la peine de les insérer. Avis à nos coiffeuses. Voilà, voilà. Surtout. Alors, vous l'évoquez tout à l'heure, hein, vous avez parlé tantôt de la durée justement des extensions. Quelle est la durée normale pour enlever ou retirer ces cheveux-là? Très bien. Alors, ça dépend déjà du type de cheveux que nous mettons. Si ce sont nos tresses avec mèche et tout ça, ou le tissage, je pense qu'il faut pas aller au-delà de 2 mois. 2 mois, c'est le maximum. Au plus, quand vous n'avez pas envie de vous tresser. C'est assez raisonnable. Au plus, 3 mois. 3 mois, c'est le grand maxi que la santé et le cuir chevelu puissent tolérer. Ouais, d'accord. Alors, il y a certaines femmes qui rapportent des douleurs ou des démangeaisons. Hein. Justement, est-ce que c'est forcément lié à ces extensions-là? Oui, c'est clairement lié à ces extensions parce que quand nous avons tous pris par là, on se tresse, on met des perruques et tout ça. Et vous savez qu'il y a des tresses, quand tu sors de là, ça ne va pas. Absolument. Tu as la tête en feu, tu as des rougeurs et tu sais que c'est lié à ça parce que c'est quand tu touches là que ça ne va pas. Donc, c'est lié carrément à ces extensions-là. Ce n'est pas de simple plaisanterie, non. Elles vous diront, hein, peut-être, lorsque je fais aussi serrer, c'est pour que ça ne se dégrade pas vite, c'est pour que ça puisse être beau, que ça tienne avec le temps. Oui, mais je ne pense pas qu'il faut aller sur tenir avec le temps. C'est quoi le temps?
il faut trouver l'équilibre entre la beauté et la santé. Il ne faut pas ruiner sa santé. Il ne faut pas ruiner sa santé au détriment de la beauté. Et quelle beauté encore? Moi, je pense qu'on est toujours plus belle au naturel. Au naturel. Oui, je pense. Alors, est-ce que entre ces extensions-là, les cheveux tressés et les ports de perruque, que faut-il privilégier en soi pour préserver sa santé? Oui, pour préserver sa santé, moi, je conseillerais le moins dangereux, le moins agressif pour la santé et pour nous, c'est le port de perruque. Hein. Le port de perruque, mais sans col. Attention. Attention, il faut aller sur la perruque sans col. Pourquoi la perruque sans col? Parce qu'en dessous, nos cheveux sont tressés. Ils ne sont pas tirés, il n'y a pas de tension. Les nattes, les nattes, oui, voilà, les nattes. Il n'y a pas de tension, il n'y a rien qui fait pour faire joli. Donc, c'est simple. Et on vient remettre la perruque. Et l'avantage de la perruque aussi, c'est que le soir, on le retire. C'est comme un chapeau. Un chapeau. On le retire, le cheveu respire, la tête respire. Tout va bien. Donc, vous diront quand même, parce que vous savez, il y a ces perruques-là à bande qui servent quand même. Est-ce qu'il faut... on peut se les permettre, d'autant que c'est un chapeau, mais il y a des perruques à bande qui servent très fort. Oui, voilà, justement, c'est ça. Il faut aller sur le plus simple. D'accord. Sur le plus simple, le moins douloureux. Voilà. Mais ça couvre entièrement la tête. Est-ce qu'au final, la personne, la femme qui l'amène, n'a pas de problème à s'aérer la tête? Oui, pendant le temps où elle a la perruque, effectivement, l'aération ne va pas aller fluide, ne va pas aller cool. Mais l'avantage de ça, c'est que dans une heure, tu peux l'enlever. Dès que ça ne va pas, tu peux retirer toi-même. Je fais toute la journée pendant une semaine au boulot. Par exemple. Oui, tout le temps au boulot. Moi, je ne conseillerais pas d'avoir des perruques permanentes. Parce qu'à partir du moment où la perruque devient permanente, elle devient plus dangereuse que la tresse que vous avez, les tresses qui tombent. Parce que l'aération, toujours, en fait, il faut toujours rechercher l'aération, le fait, voilà, il faut humidifier les cheveux. Très bien, il faut que ça puisse circuler au niveau de la tête. Notre tête a besoin d'être aérée et en permanence pratiquement. Maintenant, quand on le prive, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 8 heures, c'est déjà bon, il faut vite faire. Problème. Donc, mettons les perruques, mais il ne faut pas qu'on mette une perruque longtemps, 1 heure, 2 heures. Non. Okay. Alors, il paraît que les extensions peuvent conduire au cancer. Est-ce que c'est vrai? Quel type de cancer généralement? Oui, c'est vrai que dernièrement, beaucoup se sont penchés sur la question. Il y a une étude qui a été faite. Cette étude-là, elle est toute récente. Plusieurs autres, mais je vous parlerai de la plus récente. C'est celle qui a été faite par la Société américaine de la chimie. Et elle a publié son étude en 2026, là, en février. Et cette étude révèle que parmi les extensions que nous portons, il y a dans ces extensions-là près de 43 substances cancérigènes. Oh mon Dieu. Oui, cancérigènes. Et celle que moi je retiens, et j'en parle le plus souvent, c'est le phtalate. Le phtalate, effectivement, c'est utilisé dans la fabrication du plastique pour donner de l'élasticité au plastique et tout ça. Et ça se retrouve dans nos extensions que nous portons. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'on ne connaît peut-être pas à quelle dose ça va donner du cancer. On ne connaît pas peut-être pas sur quelle durée ça va donner un cancer. Mais quand même, ces substances cancérigènes sont retrouvées dans ces extensions-là. Alors vous allez me demander comment est-ce que ça va aller dans le corps. Justement. Par où, par quelle voie? Mais il y a plusieurs voies. La voie la plus bête que je peux vous dire, c'est que on met la main dans nos cheveux. Ça. Ces substances sont dans nos cheveux. La chaleur tape ça et ça fait dégager ces substances-là. Lorsque tu mets la main, après bêtement, tu ramènes la main à la bouche. C'est ça. C'est facile, tu l'as ingéré, tu l'as inhalé pendant que tu faisais ta perruque, on t'a chauffé, on t'a lissé, on a chauffé. Lors du chauffage, ça a dégagé sa substance. Tu l'as respiré aussi, tu l'as inhalé. Ensuite, en dernier, c'est-à-dire que ça passe directement. Lorsque c'est au contact de ton cuir chevelu, eh ben c'est en contact de ta tête et c'est ta peau là. C'est de ta peau qu'il s'agit. Donc là, c'est en direct dans ta peau. Vous allez faire peur, hein, les gens vont arrêter de faire des extensions. Oui, moi, ma prochaine question, est-ce qu'il faut s'en passer et revenir au naturel tout simplement? Oui. Parce que moi, je pense qu'il faut revenir au naturel. Parce que le risque, il est permanent. Le risque, il est permanent. Et dans notre société, on a vu que dernièrement, la femme noire, la femme africaine, elle est beaucoup partie sur ça et dès le jeune âge. Déjà, on voit à 2 ans, des petites avec des cols sur la tête. Et moi, ça m'épate. Donc, il faudrait vraiment rester au naturel le plus longtemps possible, sinon toute sa vie. Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce qu'il faut défriser ses cheveux, les peigner? Est-ce qu'il faut opter pour des nattes? Est-ce qu'il faut faire les dreads qui sont un peu à la mode actuellement? Qu'est-ce qu'on choisit?
moi, je vous dirais toujours de rester au naturel. D'accord, on a le choix. Oui. Est-ce qu'il y a quand même d'autres mots qui sont moindres par rapport au cancer lorsqu'on adopte le port de ces extensions-là? Oui, le cancer, c'est le plus grave et en dernier lieu, hein, vraiment, c'est quand on veut vraiment pousser la chose. Mais sinon, là, tout de suite, on a l'alopécie de traction. L'alopécie de traction, c'est quand ça tire, quand on fait des tresses trop serrées, là, ça tire. Ben, on devient chauve. On le constate. On devient chauve. Sinon, il y a les irritations où ça gratte, ça démange. D'autres maux des céphalées, des maux de tête en permanence. Tu ne sais pas pourquoi tu as mal à la tête tout le temps. Pour toi, est-ce que je développe encore une autre maladie? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors que c'est tout simplement lié à la touffe que tu portes. Très bien, c'est bien. D'accord. Alors, un conseil, on va partir sur les conseils à présent. Quelques conseils simples pour ceux-là, celles-là qui ont quand même du mal à abandonner les extensions. Qu'est-ce qu'on va leur dire en guise de résumé, de conseils à garder? Très bien. Alors, en guise de conseil, si le naturel c'est très dur, mais moi je pense que c'est pas dur parce que c'est ce qui est naturel, c'est toujours tout beau, tout frais. Si on veut vraiment porter nos extensions, il faudrait vraiment mettre une durée de pause pour permettre à la tête de se reposer, aux cheveux de se renouveler. Vous voyez ce que je veux dire, aux cheveux de se renouveler, afin vraiment de permettre le rééquilibrage. Donc 1 mois, c'est bon, c'est bon. On fait l'extension. Lorsqu'on l'enlève, on la porte maximum 2 mois. On fait une pause d'1 mois et après on pourra relancer. Et si on se décide à porter des perruques, il faut espacer et privilégier les perruques. Et ne pas les garder toute la journée. Et ne pas les garder toute la journée. Et ce que moi je préfère encore au-delà de tout ça, c'est les postiches. Les postiches, c'est parfait. Très bonne alternative. Oui, c'est l'alternative que j'ai trouvée moi-même. C'est-à-dire que tu fais la petite natte devant et tu viens juste clipser. C'est le moins dangereux de l'histoire. Absolument. Juste clipser. Enfin, je vais peut-être l'adopter, celle-là. On verra bien ce que ça donne. On verra bien. C'est le plus simple. Voilà qui met un terme à cette rubrique. Merci c'est la fin. Beaucoup à vous, Christelle, pour ce sujet. Je pense qu'il est d'intérêt. Je retiens justement qu'il faut privilégier le naturel. J'espère que les coiffeuses ont suivi cette émission. On va le leur partager pour qu'elles arrêtent de nous malmener la tête. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Terminus, donc tout le monde descend. Bonjour le Bénin pour le compte de cette semaine. C'est terminé. Toute l'équipe de préparation, de réalisation, chapeautée par Christelle Sagboran avec chef d'édition Karamata Gbataou, vous remercie de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt. Agréable début de week-end, on va dire.